Le véganisme est une pratique alimentaire qui a gagné en popularité, en particulier avec tous les débats sur le réchauffement climatique et le fait que la viande de bœuf, présumément, c'est beaucoup plus désastreux pour l'environnement que les produits à base de végétaux. Et dans cette vidéo, je vais pas essayer de critiquer le véganisme d'un point de vue politique ou sociologique ou je ne sais quoi. Chacun est libre d'avoir les convictions qu'il a et je respecte totalement. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur l'aspect scientifique de la chose. Est-ce que les protéines végétales sont aussi qualitatives que les protéines animales et quelles sont les choses à prendre en compte lorsqu'on envisage en fait l'idée de supprimer les produits animaliers de son alimentation? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, surtout lorsqu'on est pratiquant de musculation ou des choses comme ça? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. Et pour cela, je vais me concentrer principalement sur deux points. Le premier, ça va être la répartition des acides aminés en fait dans les différentes sources de protéines. Parce que selon la répartition des acides aminés dans une source de protéines, on va avoir un effet qui sera différent sur le corps. On va pouvoir synthétiser différentes protéines parce que toutes les protéines ne sont pas les mêmes, toutes les protéines ne se valent pas. Chaque acide aminé permet de construire un type de protéine bien particulier. Et ça, on va en discuter dans cette vidéo. Et le deuxième point, ça va être la biodisponibilité des acides aminés. Donc, à quel point est-ce que le corps est capable d'absorber les protéines qu'on ingère. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre produits animaliers ou produits végétaux? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. Donc, déjà, premier point, la répartition d'acides aminés. On peut le voir ici, dans cet article. Il y a une différence. Donc là, ça, c'est le contenu en termes de protéines, la teneur en protéines des différents aliments. Alors, on va pas commencer à manger des humains pour avoir plus de protéines, même si c'est la source la plus élevée après le caséinate, qui est le caséinate qui provient du lait. Donc par exemple, dans tout ce qui est fromage, en fait, il y a énormément de caséine. Et le caséinate, c'est de la caséine isolée, donc c'est sous forme de poudre, comme on pourrait en trouver voilà, dans des magasins de compléments alimentaires. Maintenant, en termes de répartition des acides aminés, c'est là que ça devient intéressant. Donc déjà, EAA, donc c'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. C'est les 8 acides aminés, ouais, il y en a 8, 8 acides aminés qui permettent de synthétiser tous les autres acides aminés que le corps comprend, en fait, que le corps contient à l'intérieur de lui pour produire les tissus qu'il doit produire. Parce que les acides aminés sont comme des briques qui permettent de construire les tissus. Et si on manque d'un acide aminé essentiel, on risque d'avoir des soucis à produire certains tissus, à produire certaines enzymes, certaines protéines, certaines hormones, etc. Donc il faut avoir un apport optimal en acides aminés essentiels, en particulier lorsqu'on pratique la musculation. Et là, on peut voir que chez les protéines végétales, il y a une teneur légèrement plus basse en acides aminés essentiels. Donc par exemple le soja, qui est une protéine relativement populaire dans le monde du bodybuilding vegan, et ben là on peut voir que il y a moins d'acides aminés essentiels que dans les que dans les protéines animales. Mais la ligne qui est ici, je pense, il me semble que cette ligne-là permet de déterminer en fait la dose minimale effective d'acides aminés essentiels pour que ce soit une protéine qui soit relativement intéressante d'un point de vue de construction musculaire et construction de tissu. Là, on voit que la protéine de pois, qui est moins populaire, mais qui pour moi est la meilleure protéine végétale pour, les, pour la simple et bonne raison qu'elle contient tous les acides aminés essentiels dans une proportion relativement intéressante et en plus a une teneur qui est suffisante pour produire tout ce qu'on doit produire à base de ces acides aminés essentiels. Et puis après, bon, là on a les protéines de pommes de terre. Alors, qui a déjà pris de la protéine de pomme de terre? Ça n'existe pas, c'est pas vraiment... Alors, peut-être que je me trompe, mais c'est pas vraiment disponible sur le marché, en tout cas, pas que je sache. Et puis bien sûr, la protéine whey, qui est la protéine la plus riche en acides aminés essentiels, et c'est bien sûr la raison pour laquelle c'est la protéine la plus populaire sur le marché des compléments alimentaires en termes de protéines. Maintenant,
quand on regarde plus spécifiquement les 3 acides aminés qu'on appelle les acides aminés ramifiés. Alors qu'est-ce que les acides aminés ramifiés? C'est les acides aminés, 3 acides aminés, qui sont particulièrement impliqués dans la synthèse protéique musculaire. Et donc par exemple, quand on fait de la musculation, c'est ce qu'on veut, on veut de la synthèse protéique musculaire suite à l'entraînement pour que le muscle se reconstruise à chaque fois plus fort et plus gros, et c'est exactement ce pourquoi on est là sur cette chaîne, c'est pour développer des gros muscles. Donc là, la leucine, c'est l'acide aminé le plus important en termes de synthèse protéique musculaire, parce que c'est la leucine en particulier qui est responsable de l'activation du gène mTOR. mTOR qui, après, déclenche en fait tous les facteurs de croissance qui font que le muscle va grossir. Puis après, on a la isoleucine et valine qui sont également impliqués dans ce processus. Et là, on voit que, bizarrement, c'est, si je me trompe pas, le maïs, le maïs qui est, donc, pas pour 100 grammes de maïs, mais pour 100 grammes de protéines de maïs, c'est le maïs qui a la plus grande proportion dans une quantité de protéines de cet aliment donné, qui a la plus grande proportion de leucine. Et là, il faut surtout pas se dire, ok, si je remplace mes steaks, si je remplace 100 grammes de steak par 100 grammes de maïs, je vais avoir plus de leucine. Non. C'est 100 grammes de protéines de maïs versus 100 grammes de protéines de steak. Et évidemment que c'est compliqué d'avoir 100 grammes de protéines de maïs, et c'est pas hyper compliqué d'avoir 100 grammes de protéines de steak. Enfin, quoique, il faudrait quand même s'envoyer 400 grammes de steak, mais je suis sûr que certains sont capables de le faire, et je suis clairement capable de le faire, donc c'est pour ça que je le dis. Donc voilà, ça c'est pour la proportion d'acides aminés essentiels. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut comprendre que lorsqu'on est vegan, ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir avoir tous les acides aminés essentiels dans les proportions optimales, etc. Ça veut juste dire qu'il va falloir cumuler les différentes sources de protéines pour avoir une répartition d'acides aminés plus optimale. Par exemple, là, ça c'est une répartition totale d'acides aminés essentiels, tous compris. Mais ça veut pas forcément dire que ils ont tous la même proportion de ces acides aminés. Ça veut juste dire que certains peut-être en contiennent certains en plus grande proportion et d'autres en moins grande proportion. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est vegan, il faut absolument varier les sources de protéines encore plus que lorsqu'on mange des produits animaliers, parce que sinon, on va manquer de certains acides aminés. Donc voilà le sujet en ce qui concerne la répartition des acides aminés. Et j'expliquerai plus tard dans la vidéo quelles sont les complications que ça pourrait apporter et comment les contrer, si on peut les contrer, et si on ne peut pas les contrer, comment vivre avec ça au quotidien. Maintenant, en termes de biodisponibilité, j'ai trouvé cet article qui étudie justement le sujet pour déterminer la biodisponibilité et en relation avec la santé, en gros, du système digestif. Et alors, ce qui est révélé, en tout cas en conclusion, pas en conclusion, mais en tout cas ce qui est révélé ici, c'est que, donc selon ce tableau qui est juste là, les sources de protéines végétales ont une biodisponibilité qui varie entre 63 et 74% de biodisponibilité. Ce qui veut dire que si par exemple moi j'ingère 100 grammes de protéines végétales, j'aurai environ 70% de ces protéines qui seront absorbées, donc j'aurai 70 grammes de protéines qui seront absorbées dans mon système et que je pourrai utiliser pour construire de nouveaux tissus. Tandis que les protéines animales ont une valeur, une biodisponibilité de environ 90%. Donc visiblement, les protéines animales sont plus biodisponibles que les protéines végétales. Maintenant, il peut très bien y avoir des variations en termes de... rien que génétiquement, on n'a pas tous un système digestif qui est construit de la même manière. Certaines personnes vont absorber certaines choses différemment, peut-être mieux, peut-être moins bien, etc. Mais disons que la tendance générale, c'est que les protéines animales sont plus biodisponibles que les protéines végétales. Maintenant, quelles complications est-ce que ça apporte ? Moi, personnellement, le truc qui me vient là le plus spontanément, c'est en termes de... Si par exemple une personne qui veut être en déficit calorique, qui voudrait perdre du poids,
ça risque d'être compliqué d'avoir suffisamment de protéines dans une proportion suffisamment optimale, tout en étant en déficit calorique lorsqu'on est vegan. Parce qu'en général, les sources de protéines végétales, souvent c'est des légumineuses, euh, peut-être même des sources de glucides, par exemple le riz, qui est une source de méthionine qu'on assimile souvent avec les lentilles, puisque les lentilles manquent de méthionine et de cystéine. Donc on les assimile avec le riz, qui contient ces deux acides aminés en proportion suffisante. Donc souvent on va consommer plus de glucides, et ça va être peut-être plus difficile d'avoir un apport protéique suffisant tout en étant en déficit calorique. Et surtout, certaines personnes supportent peut-être moins bien les fibres, et en général, lorsqu'on est vegan, on est porté à consommer beaucoup plus de fibres, et donc à avoir peut-être, selon les personnes qui seraient plus sensibles aux fibres au niveau du système digestif, on risque d'avoir plus de soucis du genre des gaz, des ballonnements, etc. Et ça, c'est pas forcément agréable au quotidien. Donc, selon tout ce que je viens de dire là, il n'y a pas forcément... Alors, selon les faits, on peut pas nier le fait que les sources de protéines animales sont plus pratiques, entre guillemets, que les sources de protéines végétales. Ça ne veut pas dire que le véganisme est à proscrire, ça veut juste dire que ça va demander des adaptations un peu plus laborieuses que si par exemple on consommait des protéines animales et des protéines végétales ensemble, donc dans une alimentation omnivore qui devrait, selon moi, en tout cas selon mes principes et mes convictions, si je peux me permettre de les partager sur internet sans me faire lyncher, selon moi, l'alimentation omnivore, c'est le meilleur des deux mondes parce qu'on a les protéines qui proviennent de sources animalières et ensuite on complémente avec des sources voilà, de fibres, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, etc. avec des légumes, des fruits, même si en fait botaniquement parlant les légumes ça n'existe pas, par exemple les poivrons, les courgettes, les aubergines ce sont des fruits en réalité, parce que la définition d'un fruit c'est que c'est un, c'est une, quelque chose qui pousse en fait à partir d'une fleur et qui contient des graines. Donc selon cette définition, en fait, les légumes ça n'existe pas vraiment. Les carottes c'est pas des légumes, c'est des tubercules. Mais bref, note à part. euh, pour moi, l'alimentation omnivore ça reste la meilleure manière de fonctionner. C'est comme ça qu'on a évolué. Je pense que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien si notre système digestif est capable de digérer à la fois des végétaux et à la fois des produits animaliers. C'est pas pour rien si les protéines animales sont plus biodisponibles et plus complètes selon nos besoins en tant qu'être humain que les protéines végétales. Mais voilà, encore une fois, je critique pas les personnes qui souhaitent être véganes. Je trouve que c'est noble de la part de ces personnes-là d'être autant concernées par l'environnement. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même prendre en compte les risques et les complications qui peuvent être associées à ce mode de vie. Et donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo, si tu y as trouvé de la valeur, si tu as trouvé ça instructif, n'hésite pas à partager à une personne qui pourrait en bénéficier. C'est c'est le but de cette vidéo. Et bien sûr, je citerai toutes les études que j'ai utilisées pour produire cette vidéo en description pour que tu puisses avoir des compléments d'information si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin dans le sujet. Euh, et puis, autrement, exprime-toi dans la barre des commentaires si t'es pas d'accord avec mon interprétation de la science. Avant tout, je n'ai pas la science infuse, c'est pas moi qui ai fait ces études. Peut-être que je les interprète mal. Ça, c'est mon interprétation de la science, mon interprétation des informations qu'on a à disposition sur ce sujet. Mais j'adore avoir tort. Donc si tu penses que j'ai tort, et viens t'exprimer dans la barre des commentaires, juste fais-le avec respect, s'il te plaît. Et autrement, je te dis à très bientôt.